toutes et tous. Guillaume Gras du Cégide Colbert à Marseille. On a la chance avec Lydienne qui est à mes côtés pour modérer cette session. On est réunis aujourd'hui pour assister au webinaire de clôture, le 5e que le CORES a organisé pour la semaine de santé sexuelle. Et nous allons parler d'inclusion et de lutte contre les discriminations avec deux intervenantes. Sandra Pignol, qui est coordinatrice du centre Antimagir, et il nous semblait important qu'il y ait plusieurs regards différents et complémentaires sur un sujet aussi vaste, accompagné de Carole Blanchard, qui est directrice adjointe 13. Ce webinaire a précédé 4 autres que vous avez peut-être vus au cours des derniers jours, autour des thèmes de plaisir, de contraception, d'IVG, de prévention et de PrEP. Et enfin, hier, de violence et de consentement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout d'abord donner la parole à Marie-Sophie qui va un peu expliquer différents détails concernant ce webinaire. Et puis ensuite, on laissera nos intervenantes prendre la parole. Et puis, pour la dernière demi-heure, sera consacrée à des questions et des échanges. N'hésitez pas à noter des choses également dans le chat. Auparavant, nous relèverons avec Lydienne les thématiques qui nous sembleront, qui seront importantes de discuter ensuite. Voilà, je te passe la parole, Marie-Sophie. Merci beaucoup, Guillaume. Tu as quasiment tout dit. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je dois juste vous repréciser donc, que ces webinaires sont enregistrés et que les replays seront mis en ligne donc, sur la chaîne YouTube du CORES et sur la plateforme de certains de nos partenaires. Voilà, donc vous allez aussi, dans un second temps, recevoir à la fin du webinaire un questionnaire de satisfaction qu'on vous invite à avec aussi une proposition, un lien pour cliquer et vous inscrire pour les différents replays, la réception des différents replays de tous les webinaires, y compris éventuellement à ceux auxquels vous n'aurez pas pu assister. Donc, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire de satisfaction qui nous aide, nous, à nous améliorer et aussi à remplir ce lien qui permet de vous inscrire pour la réception des replays dans un second temps. Voilà. En ce qui concerne les questions, Guillaume, vous déjà tout dit, donc ne vous étonnez pas, au début vous avez les micros coupés, c'est pas que votre micro ne fonctionne pas, vous ne serez pas forcément en mesure de le réactiver. Et dans un second temps, on réactivera les micros, mais si vous pouvez ne pas forcément intervenir, juste poser des questions dans le chat, et après on vous donnera la parole et vous pourrez en levant la main vous prendre la parole et échanger tout à fait librement. Voilà, donc je vous remercie et je laisse la parole à Sandra et Carole. Bon webinaire. Merci. Donc, je démarre. J'ai lancé le partage de mon écran. Donc, je suis Sandra Pignol pour le Centre Antimagir. Est-ce que c'est bon? On le voit, oui. Vous le voyez. Voilà, c'est parti. Merci au CORES pour l'invitation. Merci à Carole, avec lequel j'ai le plaisir de co-intervenir aujourd'hui sur ce sujet-là, d'avoir accepté en last minute la co-animation pour, vous l'avez dit au départ, essayer d'avoir un regard le plus large possible sur l'inclusion des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité très diverses. Voilà, puisque moi, de par ma place, j'ai effectivement cette vision très handicap-centrée, voilà, qui est un type de vulnérabilité. Donc, on était attaché à cette diversité-là. Carole, est-ce que tu veux dire un mot avant que je déplie sur le contenu? Peut-être préciser qu'effectivement, dans le contenu, on a ciblé sur certains types de publics, mais parce qu'il fallait qu'on soit dans les temps aussi et dans le modèle de ce webinaire en termes de timing et d'échange, mais qu'on peut aussi, après, dans les questions, échanger sur d'autres publics qui n'auraient pas été cités, mais qui peuvent être aussi des personnes qui subissent des difficultés de discrimination ou versus inclusion.
Merci. Alors, on démarre tout de suite par quelques idées reçues sur l'inclusion en général. On ne les a pas toutes mises, évidemment. C'était l'idée, là, de pouvoir poursuivre, tirer le fil de ce qui avait été présenté dans la communication autour des webinaires en partant d'une idée reçue. Donc, on est parti sur l'inclusion. Vous verrez que juste après, on a, avec Carole, choisi des idées reçues qui mettent plutôt en situation des situations de vulnérabilité. Donc, on pourra s'en parler également. Juste sur ces idées reçues-là, peut-être pas toutes, mais quelques-unes, je vous les lis à haute voix. Et puis, si vous en êtes d'accord, et je m'appuierai aussi sur Lydiane et Guillaume pour la modération sur le chat, de pouvoir situer pour vous un peu d'accord, pas d'accord sur la base de cette affirmation-là, si vous êtes d'accord, de participer. Donc, les discriminations sont toujours intentionnelles. Une idée reçue assez largement partagée. Si vous voulez situer dans le chat pour vous, d'accord, pas d'accord, et on va en faire peut-être 3 si ça vous va, et puis de ces phrases, et puis on va pouvoir avoir vos retours. On ne peut pas inclure tout le monde, ce n'est pas réaliste. D'accord, pas d'accord. On a un pas d'accord. Ok. Et traiter tout le monde de la même façon suffit. D'accord, pas d'accord. Traiter tout le monde de la même façon pour être inclusif, suffit. Je lis les autres parce que, voilà, on a, si vous souhaitez aussi contribuer sur le chat, sur votre avis, bien sûr, vous pouvez le faire. Il faut gommer les différences pour être inclus, où on ne peut pas gérer les besoins individuels. Implicitement, on ne peut pas gérer chaque besoin individuel de toutes les personnes accompagnées ou reçues dans nos établissements ou dans nos structures. Ça, c'est des choses qui reviennent aussi extrêmement souvent. Des choses qui se détachent, du coup, sur le d'accord, pas d'accord dans le chat, Guillaume, Lydiane, par rapport à ce que vous avez observé, les tendances. Donc, les tendances, n'est pas d'accord mais sur traiter tout le monde de la même façon suffit. Bah, je sais pas si c'est d'accord ou c'est des 4 accords, je sais pas. Tout le monde ne peut pas être, ne peut pas avoir les mêmes besoins et les mêmes attentes. Je crois qu'il y a une personne qui l'a dit, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes besoins et les mêmes attentes. Donc, je pense qu'on est tous à peu près pas d'accord déjà sur la deuxième, sur on ne peut pas inclure tout. Les discriminations sont toujours intentionnelles. Ça, je vois là, pas d'accord. On ne peut pas inclure tout le monde. Ce n'est pas réaliste. Pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Donc voilà, c'est à peu près ça. Ok, c'est assez homogène. Il y a également noté, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et les mêmes attentes. D'accord. Et c'est la différence entre l'égalité et l'équité. Il est noté également. Tout à fait. Je vois qu'il y a de la ressource dans le groupe, effectivement, merci pour vos contributions et pour le partage aussi, Lydiane et Guillaume. Effectivement, ça me permet de formuler ce que j'ai oublié de formuler au démarrage, c'est-à-dire que sur cette question de l'inclusion des personnes en situation de vulnérabilité, dans notre groupe aujourd'hui, on part certainement toutes et tous d'endroits différents. Il y a des personnes qui sont déjà très engagées sur ces questions-là, très conscientes et qui sont au travail sur des propositions d'accessibilité particulières, etc. Et puis des personnes qui partent un peu plus loin. Donc effectivement, dans la construction du webinaire, il y avait cette particularité-là, voir cette difficulté-là de pouvoir amener des éléments aux personnes et aux professionnels qui sont les plus déjà familières de cette notion d'inclusion, sans perdre les personnes les plus éloignées, et en même temps, voilà, en essayant de donner du grain à moudre, entre guillemets, à chacune et chacun. On va essayer de s'y attacher là. Je vous propose de poursuivre, et peut-être, Carole, je te donne la parole sur des idées reçues, si tu es d'accord, Oui. par discrimination, finalement.
C'est ça, comme on vous le disait au début, là on a fait, on n'est pas exhaustif, donc on a des exemples pour vous permettre aussi de réagir dans le concrètement, qu'est-ce que c'est que la discrimination par exemple. Donc on a donné des exemples sur le handicap. Donc une idée reçue qui serait que voilà, une personne qui a un handicap n'a pas de sexualité. Une autre affirmation qui serait que le handicap c'est visible, forcément. Si on voit pas si on voit rien, il n'y a pas de handicap, c'est comme tout le monde. Des idées reçues sur le genre aussi. Par exemple, que l'égalité femmes-hommes est déjà atteinte. La loi est posée et elle fixe cette égalité. Une autre notion aussi d'idées reçues qui serait sur les personnes LGBT, une idée reçue qui serait qu'ils demandent trop de droits. Soit pour certaines personnes, ils ont déjà des droits, ou comme il y a l'égalité, il y a les mêmes droits. Donc, par exemple, voilà, ce genre d'idées reçues. Et on en a mis des dernières plutôt sur la religion, l'appartenance ethnique. Donc, voilà, ce qu'on voit aussi de la personne, ou ce qu'on sait. Une jeune fille voilée n'a pas de pratique sexuelle. Voilà, on peut avoir cette idée-là qu'une personne, voilà, elle est mineure, elle semble avoir une pratique religieuse, une croyance religieuse, et donc derrière, ça inclut pas de pratique sexuelle. Et une dernière qu'on a mis, qu'on a pu aussi nous entendre dans nos expériences, dans nos pratiques, qui est les femmes africaines n'ont pas d'éducation sexuelle. Et donc, voilà, elles ne savent rien. Donc, faudrait tout leur apprendre. Donc voilà, si Lydiane vous a dit là dans le chat, si vous avez par exemple d'autres petites phrases comme ça que vous avez pu entendre ou vivre aussi, sur lesquelles on va pouvoir après derrière revenir pour voir voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette idée-là, comment on la regarde en tant que professionnel, comment on la travaille et comment on peut la vivre aussi en tant que personne concernée. N'hésitez pas forcément tout de suite, mais à les intégrer dans le chat au fur et à mesure si vous avez des petites choses qui viennent. Oui, du partage. Tout à fait. Et voilà, juste pour repréciser, effectivement, on a donné quelques exemples sur la base de certains des critères retenus par la loi sur les discriminations, mais effectivement, c'est pas exhaustif et vous avez certainement d'autres exemples vécus directement ou entendus. On va poursuivre là pour un petit point. Quand on parle d'inclusion, en fait, de manière un peu rapidement, hein, parce que déjà, moi, je ne suis pas une spécialiste de la théorie sur l'inclusion et la discrimination, mais j'ai cherché à pouvoir, en construisant ce contenu, vous donner des éléments de compréhension, nous donner des éléments de compréhension, parce qu'il nous a semblé que la discrimination, c'était peut-être un mot qui était plus familier dans nos pratiques, dans notre société, du côté aussi des critères déterminés par la loi, sans être des spécialistes de l'inclusion ou de la discrimination, pardon, on a pu déjà en entendre parler, ou soit même mettre en cause un organisme, une administration ou un service parce qu'on s'est reconnu comme étant victime de discrimination. En revanche, l'inclusion, c'est peut-être l'hypothèse en fait de départ, c'est peut-être que c'est une notion qui est moins partagée, moins manipulée dans le droit commun, on va dire, moins. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément très explicite et très clair pour toutes et tous. Donc, je vous ai proposé ce petit visuel, ce schéma. Qui a été fait par une association suisse, donc qui s'appelle Fragile Suisse, qui travaille auprès des personnes cérébro-lésées et de leurs aidants et aidantes. Et j'ai trouvé ça intéressant, vous nous direz dans le chat et sur le temps des questions, mais dans ce schéma, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de situer où sont les personnes dans le groupe social, qui fait société, en fait, selon qu'on mobilise et qu'on est dans des pratiques inclusives, qu'on est dans l'intégration, dans la séparation, parfois dans des documents ou dans des écrits, vous allez trouver la ségrégation à la place de séparation, et dans l'exclusion, avec une représentation visuelle qui s'attache notamment à mettre en situation là, des personnes en situation de vulnérabilité avec un fauteuil roulant, une personne en fauteuil roulant mobilisée
mobilité réduite représentée, une personne qui semble tenir une canne pour les personnes déficientes visuelles, la notion du genre aussi, on reconnaît voilà, ces symboles-là, donc qui permettent de repérer en fait où sont les personnes, est-ce qu'elles sont à côté, est-ce qu'elles sont avec. Donc on voit bien, vous avez la petite légende un peu du schéma qu'on a remis, mais que dans l'exclusion, l'exclusion, elle place effectivement à l'extérieur du groupe de la société des personnes donc qui seraient effectivement du coup exclues des offres de santé, des services de loisirs, des services de la société en général, de l'école, etc., etc. Puis il y a un modèle plutôt qui est celui de la séparation ou de la ségrégation. Dans le champ du handicap, on vient beaucoup de ce modèle-là, en fait, celui de la séparation et de la ségrégation, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap qui avaient des besoins, ont des besoins spécifiques d'accompagnement sur le plan de la santé, du social, de la scolarité, etc., et qui ont besoin d'adaptation, ont pendant très très longtemps et restent encore, certaines disent qu'on est encore dans cette ségrégation-là, dans des établissements dédiés, dans des ESMS, on aime beaucoup les acronymes, hein, les établissements et services médico-sociaux, avec peu ou pas de lien vers le droit commun. Donc, voilà, on vient de cette histoire-là aussi, pas si ancienne dans le champ du handicap, dans le secteur du handicap, donc avec voilà, des enjeux aussi à la fois d'ouverture de ces établissements et services médico-sociaux vers le droit commun et en parallèle l'enjeu de monter en compétences et en accessibilité des différents dispositifs et lieux de droit commun auxquels chacune et chacun peut prétendre dans la société. On a des modèles aussi comme ceux de l'intégration. Quelque part, l'intégration, ça fait comme entrer les personnes en situation de vulnérabilité dans le groupe de la société, en fait. Mais c'est comme un sous-groupe distinct. Donc, on va avoir, par exemple, des dispositifs spécifiques à l'intérieur du droit commun. Ça peut être le cas dans le champ scolaire, par exemple. Donc, il y a cette intégration-là. Et puis, on parle de plus en plus quand même d'inclusion. Ici, je tire le fil toujours de l'école. On parle aussi de beaucoup d'écoles inclusives depuis plusieurs années maintenant, par exemple. L'enjeu étant effectivement d'inclure réellement toutes les personnes en situation de vulnérabilité sans créer de sous-catégories, mais avec toutes les adaptations nécessaires qui pourraient permettre la participation pleine et entière des personnes en situation de vulnérabilité. Carole, je te redonne la parole sur ces éléments-là pour complément, précision éventuelle. Mais je pense que on le verra peut-être après dans la discussion, mais on pourra aussi donner des exemples de où se situent tu parlais par exemple sur le handicap, on pourra le faire vivre de manière peut-être un peu plus claire, par exemple une classe Ulysse. Donc Ulysse, c'est les systèmes dans les écoles, les collèges classiques. Il y a une classe qui donc est à destination d'élèves avec un handicap. Du coup, est-ce que ça c'est de la séparation, est-ce que c'est de l'intégration? Donc je pense que ça, si vous avez des questions un peu comme ça pratiques avec des exemples, on pourra en discuter après. Il y a aussi beaucoup, je pense, au droit et à la question de la loi, comment elle met les personnes selon aussi leur statut légal. Je pense à différents dispositifs pour les personnes migrantes qui peuvent avoir aussi des établissements dédiés selon leur statut juridique. S'ils sont en demande d'asile, donc il y a ça peut être intéressant. En tout cas, nous, dans notre diaporama, on n'est pas dans quelque chose, on ne cherche pas non plus à, comment dirais, dans du jugement de la vie quotidienne que vous pouvez avoir, et on fait aussi selon, en tant que professionnel, on fait aussi selon les lois qui nous entourent et avec ce qu'on peut faire ou pas. Donc voilà, on en est bien consciente et on ne cherche pas à donner la bonne parole tout au long du diaporama, mais on pourra en échanger aussi sur des questions précises. Est-ce que tu veux poursuivre, Carole, pour introduire ces éléments-là? Oui, tout à fait. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est que je parlais de la loi.
Donc, on a mis une définition d'inclusion, parce que vous savez que les diaporamas, vous allez pouvoir les récupérer aussi. Donc, ça peut être des supports que vous pouvez après avoir pour échanger avec vos équipes, vos collègues, voilà, votre entourage. Donc, on est vraiment cette idée de l'adaptation de l'environnement. Comment on fait pour que les personnes qui ont des besoins, on en parlait tout à l'heure dans le chat, ils ont des besoins différents, comment ces besoins-là peuvent être répondus dans cette notion de droit commun. Et donc, inclure, c'est agir activement, c'est-à-dire mettre en place des solutions, des décisions qui vont permettre cette inclusion réelle. Ça permet donc de créer une égalité des chances. En tout cas, on tend vers une même chance pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation et leurs besoins, à réduire les préjugés, parce qu'en fait, quand on se côtoie pratiquement dans les mêmes conditions, ben, on apprend à connaître l'autre et à comprendre. Donc, voilà, les idées reçues qu'on peut avoir, ils s'en retrouvent percutées souvent. Donc, on a parlé de la loi, des aménagements qui peuvent être imposés. On a parlé aussi d'actions concrètes qui peuvent venir aussi d'une volonté collective, donc de se former, de rendre telle situation, telle structure accessible. Mais aussi, on peut agir sur le plan individuel. Donc, on peut, dans notre environnement proche, dans notre quotidien, trouver les solutions qui vont permettre d'être dans cette inclusion et d'être dans ce regard envers les besoins de l'autre. Donc voilà, c'est être actif, et on verra dans le fur et à mesure aussi comment on peut comment on peut reconnaître les besoins. Parce que voilà, encore faut-il, quand on a parlé tout à l'heure et on en disait dans le chat, le handicap invisible, ou tout type de besoin qui ne serait pas porté, verbalisé avec un panneau ou une pancarte par la personne, c'est plus souvent pas le cas que ça. Donc voilà, on va y arriver. Oui, peut-être pour compléter, Carole, aussi pour ce qui concerne d'adapter l'environnement, effectivement, on parle aussi de plus en plus d'environnement capacitant, c'est-à-dire d'environnement qui permettent aux personnes de pouvoir participer pleinement, bénéficier pleinement d'un service, d'une offre, d'un accompagnement, etc. Du coup, dans cette logique, si je le raccroche à mon champ, en fait, de travail dans le champ du handicap, il y a vraiment cette vision aussi sociale, cette analyse sociale des situations de vulnérabilité du fait du handicap, et non pas le modèle biomédical qui vient essentialiser la personne comme ayant tel et tel déficit, individuellement n'étant pas capable de toute une liste de tâches. Et effectivement, de plus en plus, l'enjeu, c'est la prise en compte et de l'adaptation, la prise en compte de l'environnement dans cette dimension-là, parce que de manière alors vraiment exemple un peu bateau, mais de manière très très rapide et simple, les personnes à mobilité réduite qui évolueraient dans une ville sans marche, sans escalier, avec des dispositifs qui pourraient permettre, techniques qui pourraient permettre qu'elles puissent monter et descendre, etc., auraient beaucoup plus d'autonomie, voire seraient complètement incluses dans la société. Aujourd'hui, quand vous êtes à mobilité réduite et que vous voulez prendre les transports en commun, c'est soit impossible, soit très très difficile, puisque l'ensemble de l'environnement n'est pas adapté et les cadres parfois sont juste pas pensés. Et encore une fois, pas parce que les personnes individuellement sont de mauvaise volonté ou pas de bons professionnels, c'est qu'en fait on n'y pense pas. Et ce qu'on entend parfois, c'est ah mais oui, mais on ne voit pas de personnes en situation de handicap. Et en même temps, si on n'aménage pas les environnements, les personnes en situation de handicap sont moins visibles aussi parce qu'elles sont plus empêchées du côté de la participation sociale. Donc voilà, on est sur cette manière très très rapide, sur cet équilibre-là, ces éléments-là à trouver. Justement, moi, j'aimerais, Sandra et Carole, j'aimerais quand même que vous me fassiez un peu plus de précision
pour qu'on puisse vraiment bien comprendre cet aspect de la chose, pour savoir est-ce que quelqu'un peut être convaincu, est-ce qu'on peut être convaincu de traiter tout le monde de manière égale, pourtant on produit quand même des inégalités dans les pratiques? À partir de ce que tu viens de dire là, Sandra. Oui, alors je pense que oui, je crois que, enfin je pense que je suis convaincue que oui, qu'on peut de manière très authentique penser qu'on a déjà fait toutes les adaptations peut-être possibles, les aménagements possibles, etc. Mais dans la pratique, les personnes restent confrontées à des difficultés d'accès à des services, à des offres, à des accompagnements, à la vie en société, dans toutes ces dimensions. Peut-être sur la diapositive suivante, on pourra s'y arrêter aussi quand on va parler aussi des stéréotypes, parce que c'est il y a la question, ce qui repose, on est parti de là, sur l'environnement adapté, et puis on a fini un peu la diapositive visible actuellement sur la dimension individuelle aussi, comment c'est pas que la société, tout ça. La société, c'est vous et moi, c'est chacun, chacune de nous. Donc, effectivement, de nos places, tout l'enjeu qu'on a, tout le travail qu'on peut avoir à faire pour prendre conscience qu'on a peut-être des choses à apprendre, qu'on a une marge de progression sur le fait de rendre accessible nos consultations, nos permanences, nos outils si on fait de la formation. Voilà, rendre accessible au plus grand nombre et en particulier aux personnes les plus en situation de vulnérabilité, les plus éloignées en fait. Voilà, parce que si on arrive à inclure et faire pour et avec, idéalement avec les personnes les plus en situation de vulnérabilité, ce qu'on observe, ce qui se voit sur le terrain, c'est que ça bénéficie à toutes et tous. Donc, en fait, on ne perd pas de temps, bien au contraire, on en gagne. Mais ça, c'est peut-être à voir sur dans la suite de nos échanges pour continuer d'appuyer là-dessus. Je ne sais pas, Carole, sur cette question, est-ce que tu veux compléter ou tu penses à d'autres choses à ajouter? Mais je pense qu'on va le voir après. Donc, j'ai quelque chose en tête, mais on peut avancer. En tout cas, à bien garder en tête parce qu'il s'agit bien de nous aussi pris dans cette société et dans ces aménagements. Alors, peut-être, vous le retrouverez sur le diaporama du coup que vous aurez, mais sur les critères de discrimination tels qu'ils sont définis par la loi, je ne vais pas toutes les balayer. Il y en a certaines qui ont fait l'objet d'exemples au début du diaporama, au début de nos échanges, mais elles sont d'ordre très, très différent. Ça peut concerner effectivement, si je donne d'autres exemples, que ceux qui ont déjà été signalés. Ça peut être la question de l'âge, un critère d'âge. Ça peut être la situation de famille, ça peut être du fait de vulnérabilité résultant de sa situation économique. Voilà, ça peut être le fait de porter un nom de famille à consonance dite étrangère. Voilà, ça peut être plein de choses en fait, les critères de discrimination. Là, ça me semblait important de repartir de ce que dit la loi aujourd'hui, sachant que ça évolue toujours, hein. J'ai aussi entendu parler d'un 26e critère, mais que je n'ai pas encore identifié. Je suis preneuse si vous le connaissez. En tout cas, on était pendant des années sur 20 critères, par exemple, de discrimination légaux. Cette liste a été enrichie du fait de la pratique en fait, et du terrain, hein, qui nous a engagés aussi à faire évoluer le nombre de critères. En France, la discrimination est interdite, donc fondée sur ces 25 critères. Quand même vous signaler que vous informer ou attirer votre attention sur le fait que parmi tous ces 25 critères, c'est le handicap qui est le premier motif de discrimination en France aujourd'hui, et ce depuis la 8e année. Ça fait 8 ans que c'est le handicap qui sort du lot. Voilà, donc c'est quand même, ça me semblait aussi être important pour ce qu'on partage aujourd'hui. Et puis, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, bien sûr, et on y reviendra quand on parlera un petit peu d'intersectionnalité, ces critères peuvent se croiser aussi. Donc, on peut être concerné par plusieurs critères de, discrimination. Et on arrive effectivement,
par rapport à ton intervention, Lydiane, aussi sur la question que tu posais juste avant, peut-être un focus sur le cycle de la discrimination dont vous avez peut-être déjà entendu parler et peut-être que vous avez déjà utilisé aussi dans vos pratiques professionnelles en équipe. Ce support, il vient de Psychom, hein. Vous retrouverez, vous avez les légendes en fait, hein, de tous les schémas qui sont montrés dans ce diaporama. Ce qui était intéressant, je crois, dans ce cycle, c'est le fait de pouvoir visualiser en fait la mécanique et que la discrimination, elle prend aussi racine, ou c'est le ressort d'un processus en fait dans lequel on retrouve, si je le fais en 4-3-2-1, en remontant, la question de la séparation ou de la ségrégation dont on parlait tout à l'heure, et qui part aussi, qui commence, ou parfois dans le langage, comment on parle des personnes, c'est eux, elles et nous, voilà, de la différenciation, de la ségrégation ou de la séparation des groupes sociaux. La question des stéréotypes, le fait d'essentialiser les personnes sur la base d'une caractéristique. Et le stéréotype, il peut être peut-être un petit point aussi de vigilance pour repérer si on a des stéréotypes. Et c'est sûr qu'on on en a toutes et tous des stéréotypes. C'est des stéréotypes qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Ça me semble que c'est important aussi de le repérer, parce que parfois il y a cette représentation que un stéréotype c'est forcément négatif, et c'est ça qui fait que c'est un stéréotype presque. Il y a des personnes qui se le représentent comme ça. Or, un stéréotype dit positif, ça reste un stéréotype et ça reste une généralisation sur la base d'un critère, d'une caractéristique de toute une catégorie de personnes. Donc, voilà, c'est le fait, quel que soit le type de stéréotype, c'est une problématique en soi, effectivement, dans nos pratiques professionnelles, mais pas que, au-delà dans notre vie sociale. Et ça joue effectivement un rôle dans la discrimination. Et ça commence souvent par le fait d'étiqueter, distinguer sur la base, au départ, de différences qui peuvent être visibles. La couleur de peau, le fait de se déplacer en fauteuil roulant ou avec une canne, ou d'avoir un accent étranger quand on parle, par exemple. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Sur cette logique-là, ce que ça permet quand même je pense, de mettre en lumière le cycle de la discrimination, c'est que je pense que ça peut répondre pour partie, mais tu vas me dire, Lydiane, à la question que tu posais, que j'entendais en tout cas, c'est qu'on peut penser qu'on ne discrimine pas dans nos pratiques, tout en ayant tout un tas de stéréotypes dont on n'est pas forcément toujours toutes et tous conscients et conscientes. Donc, l'enjeu de travailler sur ces représentations, de conscientiser qu'on a des jugements, des idées préconçues, des stéréotypes, voilà, c'est important pour pouvoir faire ce pas de côté, les mettre en travail et réduire les risques d'avoir des pratiques discriminantes. Il me semble que ça passe aussi par là. Je ne sais pas si ça répond en partie par rapport à ta question, Lydiane, et si toutefois, Carole, tu veux ajouter aussi quelque chose. Oui, ça répond parfaitement. C'était justement pour que tu puisses justement aller en détail un peu sur cette question-là pour qu'on ait une bonne compréhension effectivement sur le sujet d'une discrimination qu'on pourrait ne pas entrevoir au départ, mais qui existe quand même parce que elle se fait, elle est très subtile, mais mais elle est là en fait en réalité. Donc c'était juste pour que tu puisses relever là-dessus et c'est ce que tu as fait. Merci, Sandra. Merci. Carole, tu veux compléter quelque chose sur ce cycle-là Non, mais j'avais par exemple un exemple, mais qui fait le lien entre le choix et la pensée. Je pense par exemple à une personne qui aurait une salle d'attente et qui se dirait bon, bah, c'est bon, ma salle d'attente elle est accessible parce que l'ascenseur arrive, il n'y a pas de marche, la porte est large, je suis dans les normes d'architecture. Donc tout va bien.
Et dans sa salle d'attente, les chaises sont toutes des chaises avec des gros accoudoirs et des chaises assez étroites. Et cette personne dit, moi, non, mais moi, de toute façon, dans mon cabinet, non, non, il ne doit pas y avoir trop de personnes dans mon quartier qui ont des problématiques d'obésité ou de surpoids parce que j'en ai pas vraiment dans ma patientèle. C'est pas une problématique que je conçois, enfin, avec qui je suis en contact. Et en fait, sa salle d'attente est fait qu'une personne qui est au-delà d'un IMC moyen, donc un indice de masse corporelle moyen, elle ne peut pas s'asseoir en fait. Elle ne rentre pas dans la chaise, ou alors donc elle reste debout si elle vient, ou alors elle est coincée dans cette chaise. Donc du coup, il y a des personnes qui pourraient se dire, non, en fait, je ne vais pas revenir là. Et donc voilà, comme quoi des fois, en fait, on est dans des sentiments, enfin, vraiment la volonté, mais on a des petites choses où on ne se rend pas compte que, parce qu'on a un environnement dans lequel on a grandi depuis dans notre culture, donc il y a des choses qui ne vont pas nous taper aux yeux parce qu'on a été moins sensibilisés et parce qu'il n'y a pas eu de loi qui a été aussi fixé dedans. Donc voilà, pour vous montrer tout cet écosystème auquel on parlait tout à l'heure, là où il y a la loi, là où il y a le règlement, là où il y a aussi le regard individuel et où il y a aussi la parole des personnes concernées qui peuvent apprendre de notre organisation. Voilà. Mais on va continuer parce que on va en parler dans l'intersectionnalité, je pense. Tout à fait. Mais c'est vrai que les exemples permettent aussi de donner un peu de corps à ce qu'on partage là. Je poursuis peut-être sur la question des discriminations qui peuvent être directes, indirectes, alors sans peut-être y passer trop de temps, mais quand même, peut-être en voyant la liste des 25 critères de discrimination, il y a peut-être des choses qui peuvent nous sembler évidentes, que c'est interdit et que quand même, ça a l'air même un peu gros que ça puisse arriver encore, un peu surprenant, etc. Mais en fait, ça continue d'exister, soit de manière directe, c'est-à-dire qu'on parle de discrimination directe quand c'est une discrimination qui est directement rattachée en fait à l'un des critères définis par la loi. Donc c'est 25 critères. Typiquement, je vous ai mis, une agence immobilière refuse de louer un appartement à une personne en raison de son nom qui a une consonance étrangère. Mais vous avez peut-être aussi des exemples autour des candidatures d'embauche et de curriculum vitae sans photo ou avec une anonymisation des noms de famille pour réduire les risques de subir des discriminations. Enfin, vous avez peut-être médiatiquement déjà entendu parler de ça. Donc, il y a on parle à ce moment-là de discrimination directe. Les discriminations indirectes, c'est une discrimination, et c'est là où on est vraiment sur des choses parfois un peu sur un fil, qui peuvent sembler peu subtiles ou complexes. C'est qu'une mesure, une règle, un dispositif peut sembler tout à fait neutre et pourtant défavoriser une personne ou un groupe de personnes dans une organisation sur la base d'un des critères liés à la loi. Là, je vous ai mis un autre exemple dans le champ du travail qui viendrait du coup sur le fait d'une bénéfice d'une prime qui viendrait être dédiée uniquement à certaines catégories des salariés, mais qui du coup de fait exclurait 80% des femmes, dont les femmes seront les personnes exclues de ce dispositif. Donc là, on parlerait par exemple de discrimination indirecte. Donc c'est aussi pour ça que parfois on reboucle un peu sur ce truc que même les organisations en tant que mini-sociétés en fait, structures, etc., peuvent prendre des mesures, faire des choix qui, sans qu'ils soient forcément identifiés comme tels et mesurés, et sans que ce soit même intentionnel. Je reviens à la toute première idée reçue que j'avais mis dans la première diapositive, sans que ce soit intentionnel, produisent en fait un traitement défavorable et donc une discrimination à une personne ou à un groupe de personnes concernées par cette mesure. Et du coup, voilà, l'idée de se redire, mais on l'a dit juste avant, que les préjugés et la peur sont des facteurs qui peuvent conduire à des discriminations indirectes en particulier. Ça fait partie du ressort en fait des discriminations. D'où l'enjeu de travailler tout ça et de déjà conscientiser qu'on a certainement toutes et tous des préjugés, des idées reçues qu'on n'a pas forcément
toujours travaillés ou pour lesquels on n'a pas toujours fait un pas de côté. Carole, je te passe la parole sur les discriminations en santé. Oui, on a voulu faire un focus un peu plus sur par exemple, des discriminations qui auraient des conséquences dans le domaine de la santé. Donc voilà, le fait que on traite quelqu'un d'une manière moins favorable qu'une autre en raison d'un critère. Donc, c'est interdit, mais on sait que c'est toujours c'est le cas encore. Donc, ça peut être, donc, on l'a dit, par sa nationalité, mais aussi par son identité de genre. Et donc là, on a sorti deux chiffres qui sont intéressants parce que les études sur les discriminations des personnes ayant une orientation sexuelle ou un genre différent que la norme classique, elle a été documentée assez récemment. Mais on a des chiffres quand même intéressants sur les difficultés d'accès aux soins des personnes LGBT, et avec des focus aussi sur les difficultés à l'intérieur de ce groupe des personnes trans. Donc, on a voilà, 8% des personnes qui déclarent avoir subi une discrimination dans les 12 derniers mois. Et à l'intérieur de ce groupe-là, 36% sont des personnes trans. Donc, en fait, ça peut se matérialiser de différentes manières. C'est-à-dire que la personne, elle a accès aux soins parce que la loi l'autorise, parce qu'elle a des droits ouverts et parce que la refuser est interdit. Mais à l'intérieur, on peut avoir des prises en charge qui sont différentes. Et c'est là où la personne peut être en situation de discrimination. On ne va pas forcément proposer les mêmes soins, on ne va pas proposer, on ne va pas avoir la même discussion autour de certaines thématiques de santé, autour de certaines thématiques de dépistage. Là encore, sur des questions de préjugés, stéréotypes, où on se dit qu'elle est moins concernée, elle n'est pas concernée, donc on fait l'impasse sur ce sujet-là. Et donc, voilà, on a globalement un public qui accède moins aux consultations médicales, et lorsqu'elle accède aux consultations médicales, a des prises en charge qui sont différentes. Voilà, en gros, ce qu'on voulait vous présenter. Et c'est là où on arrive à la slide d'après, où l'idée, c'est aussi de voir tout ce qui, voilà, toutes les situations, comment elles peuvent aussi s'imbriquer l'une dans l'autre et faire selon certaines situations, de la complexité encore plus, quoi. Mais je te repasse la parole si tu veux pour… Oui, merci. Pour introduire en fait la question de l'intersectionnalité, c'est vrai que sur ce webinaire autour de cette notion d'inclusion et de discrimination, c'est la question de comment s'articule l'ensemble de ces notions-là. C'est un peu ce qui a guidé en fait le fil de la construction de ce support et de notre réflexion à partager avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire que ces trois notions-là, ou ces trois concepts, ou comment on va les nommer, puis peut-être on les nommerait différemment, chacun les trois différemment, pardon. C'est l'enjeu de ne pas les poser les uns à la suite des autres comme ça, mais c'est vraiment de penser ces articulations-là parce que ils répondent à une même logique en fait. L'inclusion, on l'a dit, c'est l'enjeu et c'est l'objectif d'intégrer, d'inclure toutes les personnes d'une société. L'intersectionnalité, c'est vraiment une grille d'analyse. Alors là aussi, il y a peut-être parmi vous, parmi les participants, participantes dans notre groupe aujourd'hui, des personnes qui manient cette grille d'analyse, cet outil très très bien, et peut-être des personnes qui sont plus éloignées même de ce mot, de ce qu'il peut recouvrir. Donc, on a une toute petite vidéo juste après pour en parler en 1 minute 40. Expliquer ce que c'est en peu de temps. L'idée de l'intersectionnalité, c'est de pouvoir, c'est une grille d'analyse qui permet de visibiliser les situations, la complexité en fait des situations dans lesquelles peuvent être les personnes, avec l'idée de visibiliser les inégalités dans lesquelles elles sont prises, et notamment les angles morts de certains dispositifs, de certaines lois, de certaines
voilà, de certains accompagnements qui ne tiennent pas compte du croisement en fait des situations de vulnérabilité ou de croisement des dominations ou de croisement des oppressions systémiques. Voilà, ça va être nommé de manière un petit peu différente à chaque fois. En tout cas, la proposition de mobiliser cette grille d'analyse et de lecture, c'est avec l'enjeu de mieux comprendre la complexité des situations pour faciliter l'inclusion des personnes et de toutes les personnes. Et avec cet enjeu de prise en compte de toutes les réalités dans leur diversité, en fait. C'était ça l'idée. Alors, on va passer sur une petite vidéo. Elle est issue de l'organisation gouvernementale Oxfam, que vous connaissez peut-être. L'intersectionnalité, c'est quoi? C'est un concept clé pour mettre en lumière la croisée des discriminations, c'est-à-dire comment une personne peut subir non pas une seule, mais plusieurs discriminations en même temps. Des discriminations selon l'identité de genre, par exemple, mais aussi selon les origines, la classe sociale, l'orientation sexuelle, l'âge ou encore le handicap. L'intersectionnalité, ça vient d'où? La pensée intersectionnelle est assez ancienne, tandis que le concept, lui, est développé en 1989 par la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw. À ce moment-là, elle cherchait à décrire sa situation en tant que femme noire subissant à la fois le racisme et le sexisme. Elle constatait aussi à quel point les luttes sociales, le droit et les politiques ignoraient ces discriminations intersectionnelles et échouaient à protéger les personnes qui en étaient victimes. C'est pourquoi elle a popularisé ce concept qui permet d'être plus inclusif en mettant un mot sur des expériences uniques, souvent invisibilisées. Pourquoi on en parle chez Oxfam? Eh bien parce que tous les systèmes d'oppression coexistent et doivent être dénoncés. On parle plus concrètement de discrimination multiples, simultanées et aggravées. Par exemple, les femmes et les filles en situation de handicap sont généralement plus exposées aux violences. Si on ignore cette réalité, on ignore forcément leurs besoins. C'est pourquoi Oxfam adopte une approche féministe intersectionnelle, parce que mieux comprendre toutes les inégalités, c'est aussi mieux les combattre. Alors voilà cette petite vidéo, 1 minute 38 pour dire en quelques mots ce qu'est l'intersectionnalité. L'idée, c'était pas de faire de la publicité pour Oxfam, c'était de trouver un outil qui puisse permettre de dire en quelques mots, avec un exemple ou deux, d'où ça vient, de quoi on parle, d'où ça vient, et quels sont les enjeux, en fait. Je ne sais pas si à chaud, via le chat, il y a des réactions qu'on pourrait recueillir sur cette petite vidéo, ou est-ce qu'on déroule, Guillaume, Lydienne? Sur le chat, on n'a pas de réaction, mais par contre, on pourrait par exemple demander si les personnes ont des retours d'expérience sur l'utilisation de ce concept-là, de cet outil-là, d'intersectionnalité par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou des a priori aussi, parce que c'est un terme qui a été, c'est un terme qui a pu avoir de la récupération politique et qui a pu chercher à se faire opposer des groupes de personnes différents. Voilà, nous, on cherche plutôt là aujourd'hui à vous proposer des grilles de lecture qui se cumulent et pas qui s'opposent. Donc voilà, il y a des inégalités de fait selon, on n'a pas parlé de la classe sociale, mais la classe sociale produit aussi fortement des inégalités. Là, on a aussi, on s'appuie sur notre pratique de terrain, toutes et tous, où voilà, on sait que les personnes, elles ne cherchent pas forcément à être catégorisées, à être identifiées, mais elles racontent des récits de vie où différentes problématiques, différentes difficultés viennent se cumuler et s'ajouter. Et ça, c'est la réalité qui n'est pas politique pour le coup, même si on peut en faire des missions politiques derrière. Mais on va continuer à voir qu'est-ce que... Oui, puis peut-être s'il y a des réponses effectivement dans le chat, des apports, on pourra les reprendre après, tout à fait. Merci. Carole, je te propose je parle de l'accessibilité, je te donne la main sur les outils juste après, ça va pour toi? Oui. Comme je n'ai pas le contact visuel, j'explicite toutes les étapes.
Peut-être pour parler d'inclusion, d'adopter des pratiques ou de mettre en place des actions concrètes pour inclure les personnes en situation de vulnérabilité sur nos sujets. Ça me semblait quand même important de pouvoir dire quelques mots de l'accessibilité. Souvent, quand on entend accessibilité, on entend l'accessibilité du bâtiment. Est-ce que les personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il y a une rampe d'accès? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a et que dis-je, un ascenseur, parfois en fonction du bâtiment, c'est un monte-charge, comme il est appelé. Donc voilà, il y a tout ça. Outre cette parenthèse, c'était pour attirer votre attention sur le fait et notre attention à toutes et tous, parce que collectivement et individuellement, on a une marge de progression dans laquelle on est toutes et tous. L'invitation à penser l'accessibilité dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire l'accessibilité, c'est pas seulement la question de l'architecture et des bâtiments et du bâti sur lequel individuellement on peut avoir quand même peu de prise parfois, souvent, mais c'est aussi dans les supports mis à disposition, la documentation, la production du travail, est-ce qu'il est accessible du coup à des personnes qui peuvent avoir des besoins très différents, mais pour lesquels des mesures d'accessibilité peuvent être communes. On pourra y revenir quand on va parler des outils juste après. L'accessibilité, c'est vraiment un levier concret, quelque chose de très pratico-pratique pour permettre en fait l'inclusion et la pleine participation du coup des personnes en situation de vulnérabilité. Et ça passe par tout un tas de moyens qui peuvent être mis en place à partir du moment où on a conscientisé le fait que de là d'où on part, on n'est pas dans une accessibilité. C'est pas grave, j'allais dire. C'est-à-dire que le premier pas, c'est la conscientisation, c'est de se dire où on en est par rapport à cette question-là. Par exemple, je vais prendre un exemple tout à fait pratico-pratique sur une dimension très technique. Aujourd'hui, vous avez les moyens, par un système qui est mis en place par le gouvernement sur le site internet je pense que c'est handicap.gouv.fr, je vous invite à vérifier la source, je chercherai tout à l'heure. Vous pouvez vérifier l'accessibilité de votre site internet. Si vous êtes dans une structure, une association, un collectif, un service qui a un site internet, vous pouvez faire un autodiagnostic sur la base de cet outil gratuit mis en place par le gouvernement pour vérifier que votre site internet est accessible aux personnes en situation de handicap, par exemple. Du point de vue de la lecture, des visuels, de la taille des caractères, etc. etc. Donc, il y a des choses qui peuvent exister, mais pour aller chercher ce qui pourrait nous aider à être plus accessible à toutes et tous et au plus grand nombre, il faut déjà avoir conscientisé, s'être questionné à minima sur quelle est notre marge de progression. Est-ce que là, en fait, dans notre patientèle, dans nos clientèles, dans les accompagnements qu'on propose, voilà, nous accueillons collectivement et prenons en charge ou accompagnons des personnes en situation de vulnérabilité qui ont différents besoins, qui peut être celui, par exemple, de ne pas parler la langue française ou de la. Et donc, puis en plus, on est nous dans une société où on écrit beaucoup, hein, on fait beaucoup d'affiches, c'est une société de l'écrit quand même, pour les personnes non lectrices ou empêchées du côté de la lecture, que ce soit pour une question de handicap ou que ce soit pour une question de langue parlée élue, de langue étrangère parlée élue. Il y a des moyens à mobiliser aussi pour être plus inclusif aussi et inclusive, par exemple, sur cette question-là. Donc, oui. Est-ce que tu penses, Sandra, que associer davantage les personnes concernées dans la construction des réponses pour rendre plus inclusifs les structures, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait contribuer à améliorer en fait cet état de choses? Oui, tout à fait, et ça fait le lien avec ce qu'on a intitulé avec Carole, le fait de mobiliser des outils, une posture favorable, et on l'a mis en numéro 2 sur cette diapositive, mais on pourrait mettre en numéro 1. Et effectivement, Carole, je te laisse peut-être prendre la suite pour en parler, pour démarrer, et effectivement, la place des personnes concernées et la place j'allais dire, qu'on donne, qu'on fait, qu'on réserve,
Non, c'est faire avec les personnes, les entendre, les écouter. Faire Mais avec. Carole, je te laisse la parole là-dessus et puis on pourra en reparler après. Oui, là, on va arriver sur la dernière partie du webinaire où du coup, on essayait d'être aussi dans de l'apport un peu plus pratico-pratique. Donc, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est qu'est-ce qu'on peut mobiliser soi-même et dans notre manière de parler, dans notre manière de concevoir les choses et de manière pratique aussi. Donc là, le webinaire, bon, ça fait que vous êtes déjà sensibilisé, vous êtes acteur de votre propre formation. Mais voilà, il existe différentes manières de travailler ces représentations et ces préjugés et arriver à regarder, à se regarder et à regarder l'autre aussi pour arriver à comprendre les besoins. Et voilà, on a trouvé une petite... moi, je me disais que c'était intéressant aussi de se dire que notre cadre de travail, souvent, il reste le même. On a notre fil conducteur, on a nos missions, notre champ d'intervention. C'est vraiment comment on va laisser la place à l'autre dans notre cadre à nous. Et comment ce cadre-là, il est construit de manière à faire qu'il y ait la possibilité à l'autre pour qu'il s'exprime et pour qu'il exprime ses besoins. Voilà, c'est apprendre, et tout ça, ça s'apprend par de la formation, par de la sensibilisation, par de la lecture, apprendre à questionner l'autre, apprendre à se questionner soi-même sur qu'est-ce qu'on a compris, apprendre à reformuler, apprendre à dire je n'ai pas compris, apprendre à dire je ne sais pas, là, a priori, qu'est-ce que vous en pensez, de quoi vous auriez besoin pour que notre entretien se déroule au mieux. Au moment de la prise de rendez-vous, est-ce que vous avez des besoins spécifiques qui feraient que vous seriez le plus confortable possible? Voilà, ça ne prend pas beaucoup plus de temps dans la prise de rendez-vous, mais ça permet de poser un contexte et de pouvoir s'adapter au mieux. Et rien que ça met en confiance la personne, même si derrière on dit ah, là je pense que je ne vais pas pouvoir parce que voilà, mon électricité fait que je ne peux pas moduler la lumière, donc peut-être que on fera juste avec la lumière naturelle et peut-être qu'on l'éteindra. Voilà, c'est faire avec le principe de réalité. Ben voilà, mon local il est comme ça, mon outil il est comme celui-là, et on va voir comment on peut retravailler. Peut-être que la prochaine fois, la prise de rendez-vous, on pourra la proposer par écrit. Parce qu'à l'oral, on a du mal à se comprendre. Peut-être qu'à l'écrit, on arrivera mieux à se comprendre. Donc voilà, on cherche ce qui est favorable au mieux pour tout le monde. Et ensuite, on peut aussi, donc c'est la slide d'après, Sandra, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Vas-y, je te laisse la main, vas-y. Non, c'est c'était important, on vous a montré quelques chiffres, mais c'était important aussi dans notre propre formation de pouvoir s'appuyer sur les dernières études qui donnent aussi un regard des discriminations étudiées de manière un peu scientifique et donc qui permettent aussi de prendre du recul avec sa propre pratique et ses propres regards. Et quand on voit des données qui nous disent, voilà, telle population, elle a un accès au dépistage du cancer du sein qui est inférieur à la moyenne générale, quand on sait qu'on a cette population qui a une découverte plus tardive de ce type d'infection, ou qu'elle a moins accès à une prise en charge sociale. On peut du coup questionner, on a du coup dans nos entretiens des questions qui peuvent être guidées par nos connaissances épidémiologiques. Et donc, ça peut être aussi tout ce savoir qui nous est donné par les structures et par les collectifs des personnes concernées. Donc là, on vous en a mis le lien vers les dévalideuses qui peuvent vous fournir beaucoup d'exemples et de recommandations. Et on vous a mis aussi d'autres ressources qui fournissent en fait des outils, des supports qui peuvent aussi être dans vos mallettes, dans vos sacoches, sur vos tables, voilà, qui peuvent vous donner le nom des partenaires qui veulent fournir. Donc, je pense par exemple des structures comme les CODES qui ont des bases de données d'outils
avec voilà, des documentalistes qui peuvent aussi vous fournir de pas mal de sujets. Je te laisse peut-être plus présenter. Moi, je connais moins la MDCA. Oui, Ça bah, t'en va, si tu veux veux expliquer poursuivre ce que sur c'est? Parlons Sexualité, je prends la Ouais, MDCA si tu veux. ouais. Mais On déjà, vous a nous remis avons aussi, si vous voulez bien, donner aussi la place un peu. Il y a sur le chat des gens qui Oui, ont proposé des choses aussi. Il y a Nathalie Cornet qui nous dit que ah, dans sa structure, ils essayent d'améliorer l'accessibilité des documents administratifs de l'association en mettant en place des faciles à lire et à comprendre ouais, et de la communication alternative et améliorée. oui. Nous avons aussi, elle dit également qu'ils font appel à la MDCAA 83 pour accompagner dans la démarche. Et puis, il y a Pascal aussi, Pascal Bastiani, qui nous dit que elle s'en est servie pour un PVVIH, pour une personne qui vit avec le VIH de 70 ans pour faire sauter la tutelle au tribunal. Bref, il y a des choses qui sont proposées aussi dans le chat. Super, merci. alors, on Peut-être peut passer juste à... Excuse-moi, effectivement Carole. Ouais. sur la MDCA, peut-être effectivement juste repositionner, puis je te rends la parole après, Carole, si tu veux. C'est effectivement, donc j'ai mis l'exemple de celle du Var. Donc ce sont des missions départementales, communication alternative et améliorée. Qui se constituent dans notre région. Donc, sur les Alpes-Maritimes, c'est en cours. Ça est en cours sur le 13 aussi, sur les Bouches-du-Rhône. Voilà, ça va se mettre en place au fur et à mesure. J'ai mis le lien, en fait, qui est accessible depuis le diaporama. Il y a un replay du webinaire de présentation de leur mission. Je vous invite à aller regarder, qui dure 30 minutes, je crois. Et ce qui peut permettre, c'est vraiment des professionnels de la communication et qui peuvent vraiment vous accompagner et qui ont pour projet de travailler alors je le dis avec mes mots de ce que j'ai compris aussi de ce qu'elles pourraient proposer, mais ça pourrait être nommé différemment, des kits thématiques en fait. Donc en fonction de ce qu'on vient travailler, nous, on s'est engagé dans un travail Intimagir MDCA justement pour essayer de travailler sur des outils spécifiques sur la question de la vie intime, affective et sexuelle et la prévention des violences sexuelles. Mais voilà, on peut avoir la vie intime, affective et sexuelle est très large, donc on pourra recibler effectivement des thématiques plus particulières. La communication alternative et augmentée très rapidement étant plutôt une démarche, c'est en ça qu'elle s'inscrit vraiment dans la démarche de rendre accessible. Elle peut s'incarner par des outils et des postures. Mais ce n'est pas une liste d'outils pour autant. C'est vraiment le fait de s'engager en tant que professionnel et en tant que collectif de travail dans une démarche qui rend nos sujets, nos consultations éventuelles, nos accompagnements accessibles et de donner la possibilité aux personnes de communiquer. La communication étant un droit fondamental. Hein. Je me permets de le rajouter, on ne l'a pas noté là, mais ça s'inscrit aussi dans cette démarche-là. Carole, tu veux préciser pour la cartographie peut-être de Parlons? Oui, bah donc du coup, peut-être vous redire que sur ce site, vous avez une cartographie de professionnels qui se sont eux-mêmes référencés. Donc, si vous-même, vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous demander à être référencé du coup, avec les différents services que vous proposez. Et sur le site, vous trouverez aussi différentes questions et réponses à des questions. Mais aussi, je voulais vous parler d'un podcast parce que une catégorie de personnes aussi qui a beaucoup, sur lequel subit beaucoup de préjugés, stéréotypes et discriminations, c'est les jeunes. Voilà, ce grand groupe des jeunes qui peuvent soit être pas assez sages, trop excités, pas assez excités. Enfin, en tout cas, voilà, on a plein de choses à dire sur ces jeunes-là. Et on a mis en ligne un podcast où c'est des jeunes qui parlent de leur vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, ça peut, voilà, aussi, en écoutant d'une autre manière les publics concernés, travailler nos représentations aussi et ce qu'on perçoit des pratiques de l'autre. Merci Carole. Juste pour la fin, si on arrive au tout dernier slide, c'est pas du tout exhaustif évidemment. Ouais. Vous avez beaucoup d'outils et l'enjeu c'est pas l'exhaustivité, c'était de visibiliser certaines
certains outils. Effectivement, les outils en facile à lire et à comprendre. Alors, il y a Santé BD que vous connaissez déjà certainement. Sur Santé BD, vous avez par rubrique, en fait, une banque de ressources, et il y en a une qui est dédiée à la rubrique vie intime, affective et sexuelle, et qui peut proposer, par exemple, des petits guides, petits livrets, en fait, en facile à lire et à comprendre pour les personnes, notamment en situation de handicap, mais pas que. Ça peut aussi être tout à fait à destination des personnes non lectrices en général. Et c'est vrai que ça peut permettre aussi d'être support aux échanges avec les personnes que vous accompagnez ou que vous prenez en charge. Sur la question du FALC, toujours, vous avez, je vous ai mis juste un petit exemple aussi. Là, c'est un livre, Tout sur les règles, que vous connaissez peut-être dans sa version lambda, je dirais, c'est-à-dire sans accessibilité particulière, qui est un livre de la sage-femme Anna Roy, et qui a été adapté, notamment facile à lire et à comprendre. C'est l'exemplaire visuel qui est là. Vous avez ce petit signe sur fond bleu d'une personne voilà, devant un journal. C'est l'indication visuelle que l'outil étant facile à lire et à comprendre. Ce livre, pardon, il est aussi accessible, il a été adapté en braille, par exemple, pour les personnes braillistes. Même si l'ensemble des personnes avec une déficience visuelle ou non-voyante n'est pas brailliste. Donc voilà, certaines mesures d'accessibilité ne conviennent pas à toutes les personnes qui ont le même besoin ou les mêmes nécessités d'adaptation en fait des outils. Ce sont des exemples. On vous a aussi situé la question de l'interprétariat. De la même façon que vous pouvez mobiliser des interprètes dans diverses langues non parlées parmi vos équipes, vous pouvez aussi penser à l'interprétariat en langue des signes française. On vous a mis deux prestataires possibles, deux partenaires possibles pour mobiliser, et on a mis cette information aussi de l'URPS et Médecins Libéraux de PACA qui met à disposition une société d'interprétariat également professionnelle. Vous avez le lien dans le document. Et enfin, une base de données pictogramme, parce qu'il y a des outils qui existent, qui sont tout faits, mais qui ne conviennent pas toujours à toutes les personnes que vous accompagnez. Donc, l'idée, souvent, c'est aussi d'adapter encore des outils adaptés, de les reséquencer, de grossir les caractères, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses que vous pouvez faire, de produire des brochures dans diverses langues, de produire des brochures avec une vidéo en langue des signes française, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et notamment, vous pouvez vous appuyer aussi sur des bases de données comme celle de Sclera qui existe, qui a une rubrique aussi sur les soins et l'hygiène, et sur la sexualité, qui peut être source d'information. Et enfin, en dernière slide, Carole, je te laisse la main peut-être sur cette ressource-là à transmettre. Oui, parce que en fait, c'est très important aussi de pouvoir proposer aux personnes qui nous disent qu'elles ont ou qu'elles subissent des discriminations, de leur proposer de la faire connaître et donc de se signaler. Donc, on vous a mis le site antidiscrimination.fr. Parce que de nombreuses personnes encore ne signalent pas leur discrimination. Donc en fait, quand on vous a donné les chiffres des personnes qui subissaient des discriminations, c'est les personnes qui les déclarent. Donc le grand problème aussi, c'est de pouvoir être une vision réelle de ce qui existe réellement. Et donc c'est aussi notre rôle en tant que professionnel de pouvoir diffuser cet accès à des sites comme Antidiscrimination pour indiquer et signaler ce qui s'est déroulé, avec du coup diverses possibilités d'accéder à ces outils-là. On n'a pas cité tous les outils aussi d'écoute en ligne, d'écoute en chat qui existent autour de la santé sexuelle, qui peuvent aussi être soutenants auprès des personnes qui ne pourraient pas se déplacer ou qui auraient des difficultés à verbaliser. Du coup, ce serait mieux avec un chat. Voilà, donc il y a une diversité de sujets qui sont possibles et de supports qui sont possibles pour favoriser cet échange-là. Je crois qu'il est temps pour nous de passer peut-être aux questions aussi, parce que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Donc, Ça, si des gens... on est à moins de 20 minutes de la fin.
Oui, que vous pouvez excusez-moi, je me permets conclure comme ça? d'intervenir. Excusez-moi, juste pour dire que si vous voulez, on avait la dernière demi-heure qui était prévue autant de ressources et outils, mais chaque intervenant dans les précédents webinaires ont fourni ces éléments-là à la fin de chaque intervention. Donc, si vous voulez que ça venait à dépasser, c'est pas grave, on a cette dernière demi-heure-là supplémentaire qui peut être aussi consacrée aux questions. Donc, c'était pour vous dire, pas de stress, on a vraiment le temps et voilà, n'hésitez pas. Merci. Ça marche. Ben, merci beaucoup pour cette présentation qui permet vraiment de mettre des mots sur des situations. Je pense qu'on vit toutes et tous dans plein de champs de notre existence. Les outils, c'était vraiment intéressant. Je n'avais pas imaginé qu'il existe autant d'outils et peut-être l'enjeu est qu'il y ait la plus grande connaissance de cet outil ou de chaîne. Il y avait dans le chat, je précise qu'il y a eu Pascal qui a noté pas mal de choses et qui précise aussi qu'elle peut être interprète si besoin espagnol et anglais, qu'il existe aussi des guides d'interprétariat, des liens pour des professionnels en santé sexuelle, en parlant sexualité. Bon, il y a tout un tas là aussi de relais, différents outils, l'Observatoire sur la sérophobie du réseau Sud Santé Marseille. Voilà, je ne me rends pas compte. Est-ce qu'il y a des questions précises ou des moyens des idées à évoquer Moi, ce que je trouve en consultation dans tout ce qui touche les discriminations et l'inclusion, c'est que souvent, il faut réussir à comprendre ce que les personnes ne nous disent pas, parce que c'est assez rarement mis sur le devant. Et nous, je trouve qu'il faut qu'on progresse d'entendre ce qui n'est pas dit, parce que c'est souvent pas dit ou peu dit. Ça fait partie du concept, mais je trouve que c'est un des axes sur lesquels c'est le plus compliqué. Je voyais quelqu'un hier qui était discriminé par rapport à son orientation sexuelle, qui mettait énormément de difficultés dans son quotidien et même jusqu'à arriver jusqu'à chez nous. Et ça a été assez compliqué de le comprendre. En fait, c'était vraiment pas mis devant nous lors de la consultation. Il a vraiment fallu aller le chercher. Et, Nous avons oui. Nous avons Pascal qui a la main qui est levée. Excuse-moi, Guillaume. Non. C'est une main pour faire coucou, peut-être. On ne vous entend pas. Il n'y a pas Mais ton vous ne voulez pas micro, prendre la parole. Pascal. Il n'y a pas ton micro. Je crois qu'elle avait levé la main, Pascal, dès le début pour intervenir, avant même d'avoir la possibilité de parler. C'est pour ça, il me semble. Ah. Elle n'arrive pas à parler, elle fait le langage des signes, elle n'arrive pas à parler. J'ai peut-être quelque chose que je pense là qu'on n'a pas trop parlé, parce qu'on a beaucoup axé sur finalement sur la démarche individuelle, mais je me dis que c'est aussi des sujets qui peuvent être travaillés en équipe et qui peuvent être partagés en équipe. Ça permet, en fait, parce qu'on a tous l'impression qu'on est des bons élèves, que bah non, on fait attention. Et en fait, c'est des fois en partageant avec les collègues sur des sujets très précis qu'on va se rendre compte que, ah non, mais en fait, ouais, moi, j'ai une manière de penser quand même qui est plutôt comme ça. Oui, moi, elle est plutôt comme ça. Donc, ça peut être aussi des sujets avec voilà, sur les idées reçues là, qui ont été faites ou sur des choses un peu plus complexes que nos idées reçues, elles étaient peut-être très généralistes, sur des petites choses qui vont aller cibler des aspects de la prise en charge, des aspects des pratiques, venir produire du débat dans l'équipe pour aussi travailler sur ce que propose la structure dans laquelle on est. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous servir de ce support pour produire de la discussion et de la réflexion à l'intérieur de vos collectifs, vos groupes, parce que je pense que ça fera travailler tout le monde.
C'est intéressant, Carole, parce que effectivement, on l'a fait d'ailleurs, et ça soulève souvent des questions. Enfin, je pense qu'il faut être aussi individuellement conscient, comme tu l'as dit, qu'on est tous discriminants ou qu'on l'a été souvent, même quand on est impliqué sur ces sujets-là. Et c'est quand même quelque chose de difficile à se dire parce qu'on a tous envie, surtout quand on est impliqué dans nos thématiques et dans nos engagements, de ne pas l'être. Et pour autant, ça arrive et ça arrivera encore. Et après, ce que j'ai trouvé en équipe qui était compliqué, c'est que il y a des mots, comme tu l'as dit, hein, Carole, notamment le mot intersectionnalité, qui du coup amène tout de suite une connotation politique qu'on n'avait pas du tout envie de mettre sur le, mais qui arrive comme ça. Et c'est particulier parce qu'on est souvent sur des termes politisés alors qu'ils ne le sont pas tant que ça, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà... C'est pour ça que tu avais fait cette remarque, Carole? Oui, oui, et puis je crois que la manière de se sortir des fois de débats en fait, on peut aussi dire qu'il y a des lieux où il y a des endroits où il peut y avoir ce genre de débat, et puis il y a des endroits auxquels c'est quoi le débat? On accueille des personnes. Je crois que le débat principal, c'est comment on accueille les personnes et quels sont les besoins des personnes. Et du coup, quand on finit par recentrer sur notre pratique, nos quotidiens, on arrive à revenir sur des choses beaucoup plus terre à terre qui vont du coup finalement réussir à faire ressouder les personnes, les équipes, parce que voilà, on retrouve le sens commun, le point de vue commun, et généralement ça fait consensus. Quand on arrive à travailler sur un peu des situations précises où on se dit non, mais là, regarde, la personne, elle avait ça, et puis après, elle avait ça, et puis à la fin, on s'est rendu compte qu'elle avait aussi ce problème-là. Donc, du coup, voilà, on arrive à se dire, quelle approche on peut lui proposer, au-delà de l'approche, quels outils, dans quelle étape, et là, finalement, ça remet le débat et la discussion. C'est ça, de revenir au sens premier de tout ça, qui est de mieux prendre en charge et de ne surtout pas heurter ou discriminer et dépassionner l'aspect politique. Oui. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des... Ah oui, non, c'est des liens. Est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières Ce que je me disais aussi qui était... moi, je commence à quand même être avancé dans la carrière et qu'au début, étant infectiologue, on nous a complètement tout ciblé dans la prise en charge des personnes par des bactéries et mis en face des publics et mis en face des traitements. Et que tout était complètement ciblé là-dessus dans nos formations. Il s'avère qu'en voyant les formations qui évoluent, aujourd'hui, cette part qui était essentielle du traitement, qui prenait 90% de l'enseignement, qui était autour de quel antibiotique, quel traitement pour quelle personne, c'est devenu 5 à 10% et que l'ensemble des choses, l'ensemble de l'enseignement est autour d'une sociologie, de l'approche, des discriminations, de la compréhension du professionnel de santé, de ce que c'est que la discrimination et de la posture qu'il doit adopter. Et je trouve ça étonnant, cette évolution dans la prise en charge des personnes, mais c'est fou, c'est qu'on ait mis autant de temps à s'en rendre compte. Mais je ne sais pas si vous avez ce ressenti aussi. Je pense qu'on est sur plein de supports. On a pu faire le lien dans les autres. Je pense que... J'allais dire, dans les autres webinaires, on a pu faire le lien aussi sur les choix. Moi, j'ai fait sur l'IVG ou sur la contraception. On a aussi beaucoup évolué là-dessus, hein, sur quelle était la place du professionnel dans les choix contraceptifs, dans les désirs de la personne, dans ce qui était le mieux pour elle, versus ce que les preuves scientifiques disent, ce que les pratiques disent, les enquêtes disent. Voilà, on a
petit à petit, c'est comme s'il y avait des choses qui s'étaient cumulées, en fait. Et c'est aussi qu'il faut penser, il faut se dire que les choses ont évolué de la sorte à cause du fait que, effectivement, les personnes elles-mêmes concernées se sont investies, sont impliquées et tout dans le système de santé, qui fait que aujourd'hui, leur expérience est une source d'informations qui permet d'améliorer la qualité de la prise en charge et qui fait bouger également les lignes. Je crois que les associations également y ont joué pour beaucoup. Et les professionnels de santé également qui ont revu leurs pratiques. Je pense que c'est quand même une démarche collective qui fait qu'aujourd'hui, doucement, les pratiques s'améliorent et c'est tout bénéf pour faciliter l'inclusion en fait des personnes et améliorer la santé de tous. Et je crois qu'il avait été indiqué, le fameux 26e serait la reconnaissance de la qualité du lanceur d'alerte. Voilà, oui, je crois que c'est ça aussi, j'ai zappé ça, oui. Dans le chat, il y a quelqu'un qui l'a dit, 26e discrimination. Pour protéger les personnes lanceuses d'alerte. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a Sophie Mariotti qui nous a quittés, qui a dû partir. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on se fait un petit chacun un takeaway pour les personnes? Est-ce que vous voulez je ne sais pas si on a compris, un takeaway, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on emporte de tout ce qu'on peut se dire là? Est-ce que des gens veulent nous dire un peu de ces échanges-ci, ce qu'elles emportent aussi, ou alors comment est-ce qu'on part de là? Parce qu'on arrive quand même à la fin de 5 webinaires et Oui. c'est quand même intéressant de savoir ça aussi. Moi, j'aurais appris à la toute fin un petit mot de la fin, vraiment pour clôturer, mais ce n'était pas forcément un takeaway, mais c'était plus un mot de la fin. Donc, comme vous voulez, si vous voulez maintenant ou… Il y a notamment Nathalie Cornet qui a beaucoup intervenu dans le chat, mais enfin, je ne peux pas la mettre en… Si elle veut ajouter quelque chose. Elle nous a mis le lien des affiches aussi. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. j'ai pas mal écrit, mais c'est vrai que l'oral, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais ça me donne envie d'aller voir les autres, les autres visios que j'ai pas pu suivre. Donc, je pense que je vais m'inscrire pour les replays. Voilà. N'hésitez pas. Après, c'est toujours riche de partager avec tout le monde. Voilà, les différentes expériences. Et c'est que le début parce qu'il y a beaucoup de batailles encore à faire pour améliorer les choses dans notre beau pays. C'est sûr, oui, on est au début d'une aventure, d'une longue aventure, oui. C'est ça. Vous êtes dans merci pour tout. Moi, je suis à la Seine-sur-Mer. On est un GEM spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement, dans le Var. Voilà, et je connais Madame Pignol, puisqu'on essaie de monter un projet slow dating pour des personnes en situation de handicap, puisque ça aussi, apparemment, les personnes en situation de handicap n'ont pas le droit de rencontrer l'amour. Voilà, c'est aussi un autre sujet de discrimination. Et oui, et de l'inclusivité, ou non des lieux de socialisation classiques, des endroits où on peut se rencontrer dans la vie si on est une personne dite valide et qui ne sont pas forcément inclusifs aux personnes avec une situation de vulnérabilité du fait du handicap. Et ça, c'est dans la vraie vie, mais aussi dans la…
on dit dans la vie réelle, mais sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou les applications de rencontres et tout ça, c'est aussi un autre champ d'intervention sur ces sujets-là. Donc effectivement, on a été ravis de vous retrouver, Nathalie, à cette occasion. Et ben, moi de même, et de rencontrer d'autres personnes aussi. Qui pour le coup, enfin, sur les applications de raconte, je pense qu'il y a tout et son inverse, mais il est quand même dans des centres où je travaille, quand même souvent mentionné une forme de dimension performative, de perfection, de compétition, qui laisse quand même beaucoup de personnes avec une forme d'amertume, en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on ressent. Je ne remets pas en question. Je pense que c'est des outils qui peuvent être extrêmement importants, mais qu'il y a deux faces à la médaille, quoi. Ouais, bah, nous, c'est pas du tout ce qu'on veut créer, hein. On veut permettre justement d'avoir un lieu sécurisé et, où des personnes puissent se rencontrer, mais en physique, quoi, pas en virtuel. Mais quand même, vu que c'est des personnes en situation de vulnérabilité, que ça soit quand même encadré aussi, parce que il y a, comme on voit en ce moment dans les faits divers, il y a des personnes mal intentionnées et généralement ils repèrent vite les personnes vulnérables aussi. Et en tant que professionnel, on a quand même une responsabilité vis-à-vis de ça, quoi. On ne laissera pas entrer de loup dans la bergerie. On vous le souhaite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que Marie-Sophie, tu voulais… Oui. Éventuellement, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions, je vais juste vous dire un petit mot de la fin. Donc, on est arrivé donc au terme de ce 5e et dernier webinaire de notre série. Donc, au nom du CORES, voilà, je voulais vraiment vous remercier les intervenantes du jour déjà, les intervenants et les modérateurs et modératrices du jour et de la semaine, ainsi que tous les participants qui se sont inscrits à ces webinaires. Donc, ces 5 webinaires ont rencontré un beau succès, hein, et c'était un plaisir de pouvoir les organiser et on espère vraiment qu'ils vous ont intéressés. Donc, cette année, on a vraiment voulu montrer que les idées reçues, elles existent, hein, même parfois chez les professionnels sans le vouloir. Et on espère que les regards croisés qui vous ont été présentés tout au long de ces 5 webinaires auront pu un petit peu bousculer ces idées reçues et et feront un petit peu germer, évoluer peut-être les idées et les pratiques. Voilà, on tient encore à vous remercier toutes et tous. Merci beaucoup, Lydienne. Je pense qu'on peut… Merci beaucoup à Sandra et Carole, à l'ensemble des participants. On rend l'antenne à 14h00. C'est parfait. Merci à vous, merci Carole, merci Sandra, et merci à toi également, Guillaume. Bon week-end. Et à très bientôt. Et merci. N'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction et à vous inscrire pour la diffusion des replays, hein, de l'intégralité. Enfin, vous pouvez vous inscrire à chacun individuellement ou à tous. Hein, voilà. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.